Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 51e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Et ça va, comme toujours. Et toi, comment vas-tu? Ça va. Ce mercredi, nous allons vous parler de 3 films d'horreur, d'un docteur bizarre, d'un Golgoth viking, et nous vous parlerons dans le ciné-club qui conclut l'émission de la thalassophobie. Et commençons sans plus tarder par Doctor Strange 2, The Multiverse of Madness, nouveau film de la saga Marvel et surtout une nouvelle réalisation de Sam Raimi, le mec qui a fait les seuls bons films Spider-Man. Nous suivons Doctor Strange qui, avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, va traverser les réalités hallucinantes et dangereuses du multiverse pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. Blue Torch, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors au départ, j'étais assez craintif par rapport au film et avec tout ce qui touchait l'utilisation du multivers. C'est genre un point assez complexe, un peu à l'image des voyages temporels à traiter. Et un point qui peut vite poser beaucoup d'incohérences scénaristiques et tout. Et en plus, c'est pas non plus un point qui est énormément traité dans le cinéma, contrairement au voyage temporel où on a déjà vu tous les ordres possibles. Bon, ça empêche pas quand même les réalisateurs de refaire les mêmes erreurs mm, que pour d'autres films, mais le multivers, c'est un truc assez peu exploité en général, avec encore plein de nouvelles erreurs qui peuvent être exploitées. Mais honnêtement, sur ce point, j'ai trouvé que le film avait pas trop mal réussi à ce niveau-là. Le film a été assez bien construit et tout ce qui touchait au multivers a été construit autour de certaines règles, notamment le fait que il est assez compliqué au final de voyager d'un univers à un autre. Et ça fait que au final, c'est assez compliqué d'imaginer spécialement vraiment des grosses incohérences à ce niveau-là. La seule réelle incohérence qu'on pourrait vraiment noter, c'est que l'objectif de Wanda, qui est d'aller vivre dans un autre multivers avec ses enfants, Ça a spoil ça? pas vraiment un spoil. C'est genre dit au bout de 30 minutes de film, même pas 20 minutes. Ok, vas-y. Je suis désolé, pour moi, c'est pas vraiment un spoil le fait que Wanda est méchante dans le film. D'après ce que j'ai vu sur internet, c'était la grosse révélation du film. Ah ouais, c'est clairement dit dans les bandes annonces, hein. Après, Je sais pas. dans les bandes annonces, il est dit qu'elle va être genre méchante, mais il est pas dit à quel point elle sera méchante. Ça, c'est sûr. Mais c'est clairement dit dans les bandes annonces. Enfin, bref. Le fait que Wanda veuille aller vivre dans un autre multivers avec ses enfants est assez théoriquement incohérent, étant donné que si elle faisait ça, théoriquement, l'univers devrait se détruire. Mais bon, ça, c'est la seule réelle incohérence, sinon au niveau des multivers. Le reste, j'ai trouvé ça assez bien construit et très cohérent. On a aussi des assez bons enjeux qui sont donnés au niveau du multivers, notamment le fait que les gentils en général ne veulent pas genre sacrifier un univers tout entier et ne veulent même pas spécialement tuer des personnes dans un autre univers parce qu'ils savent que pas très gentil de le faire. Après, bon, mais on ressent globalement que genre Disney a compris qu'on s'en battait un peu les couilles des personnages des autres univers au point où ils n'hésiteront pas forcément à tuer certains personnages d'autres univers en mode de toute façon ils ont aucun impact, on peut les tuer comme si c'était un peu des merdes. Et de toute manière, si on en veut un réellement dans le film, c'est pas le même univers, donc c'est pas incohérent d'en recréer un. Ça c'est un peu dommage, mais au moins on ressent que les personnages de l'univers principal, eux, ne peuvent pas mourir comme ça d'un claquement de doigts. Bon, après c'est un peu triste la manière dont c'est montré, mais voilà, ça reste un Disney à ce niveau-là. Bon, c'est un assez gros défaut dans le film, mais au final, c'est le seul, j'ai trouvé assez gros défaut. Et en plus, le multivers offre la possibilité de faire de nombreux caméos à d'autres personnages de Marvel. Ça, je n'en dirai pas plus, mais c'est assez prévisible que d'autres personnages de Marvel peuvent apparaître, mais je ne dirai pas spécialement lequel ou lesquels.
Mais sinon, un autre point assez fort du film, justement, bah j'en ai déjà parlé un peu plus tôt, c'est genre Wanda, qui est du coup le méchant du film, et qui a un gros avantage que ce n'est pas genre un méchant random qui apparaît avec genre des objectifs assez bateaux ou quoi. Ici, c'est genre un ancien héros auquel beaucoup de personnes sont déjà attachées à Wanda et qui ne veut pas réellement faire de mal dans son objectif. Comme je l'ai dit, elle veut juste aller vivre avec ses enfants de manière assez paisible, même si indirectement, elle veut faire du mal, et pour y arriver, elle veut faire du mal, et bon, bah, j'ai dit indirectement, elle veut globalement détruire un univers entier, voire plusieurs, afin de pouvoir y arriver. En plus, Wanda, j'ai trouvé assez bien exploité dans le film, même en dehors du scénario. D'Yvon a parlé dans l'introduction, parlerait de film d'horreur, et bon, même si Doctor Strange ici n'est pas un film vraiment d'horreur, j'ai trouvé, le film offre vraiment de très bonnes scènes inspirées globalement du cinéma d'horreur, et ce sont vraiment des scènes que j'ai trouvées plutôt bonnes dans l'idée. Des scènes vraiment bien montrées, très belles visuellement, et pouvant réellement faire peur en fait. Et j'ai trouvé ces scènes-là vraiment très sympas. Enfin bref, j'ai trouvé le film globalement assez bien, hein. Il arrive à bien exploiter ce qu'est le multivers, tout en ayant un scénario assez sympathique, assez prenant, et un excellent méchant avec de très bonnes scènes de réalisation. Je pense que le film pourrait plaire à pas mal de monde, donc je le conseille vivement. Et d'ailleurs, je pense que le film peut même être apprécié par des personnes qui de base n'apprécient pas spécialement Marvel. Mais ça, je pense que Divan pourra en parler mieux que moi. Qu'en as-tu pensé, Divan? Déjà, avant de commencer, je suis assez opposé à la politique de Marvel qui commence à se profiler, c'est-à-dire le multivers. Pour moi, le multivers, c'est vraiment la mort des enjeux. Peu importe les choix et les conséquences que font les protagonistes, tout peut recommencer à zéro s'il part dans un autre univers. Et donc, plus rien n'a d'importance, plus aucun choix n'a de conséquences, et donc plus aucune histoire n'est intéressante. Ceci étant dit, cette nouvelle réalisation du MCU était pour moi une curiosité, tout comme l'étaient les Éternels, un film Marvel fait par un auteur. Or ici, le film n'est pas d'une médiocrité affligeante, c'est plutôt un joyeux fouillis qui part dans tous les sens, et c'est plus agréable qu'un film lisse et chiant dont Marvel a le secret et s'est fait une spécialité de nous servir régulièrement. La direction artistique est assez intéressante. Il y a plein d'idées plastiques assez innovantes qui surprennent et qui sont assez rafraîchissantes dans cet univers. Comme tu l'as dit, dont je vais pas trop en parler, le personnage de Wanda poursuit son parcours de personnage tragique avec un peu de décalage par rapport à la série WandaVision, mais qui suit quand même en gros la lignée. Il y a un peu d'horreur, oui et non, c'est suffisamment pour le noter, mais très loin de ce que peut être un film d'horreur vraiment intéressant. Le style de Rémi est copié et aseptisé. Le film ne peut qu'utiliser des citations de ses précédents films de façon, d'accord, assez généreuse, voire excessive, pour essayer de tromper les cinéphiles et les connaisseurs de Rémi, et ainsi leur faire croire que c'est un film de Rémi, pas du tout. C'est vraiment un film pensé pour ressembler à un film de Rémi. Les dialogues sont particulièrement longs, chiants et inintéressants, retombant dans les codes du MCU, c'est-à-dire chant contre chant, avec des blagues pas drôles à peu près partout où il est possible d'en caser. Pour moi, c'est un film moyen, mais pas médiocre, ce qui en fait un film des plus intéressants du MCU, par fatalisme. J'aimerais juste revenir du coup sur un point que tu as cité, qui est le tout premier point où tu parlais justement que l'ajout du multivers dans une œuvre fait perdre tous les enjeux de l'œuvre. Globalement, je suis d'accord dans l'idée, mais justement, en fait, le fait que ici ils disent que
introduire le fait que de mettre une personne d'un univers dans un autre univers va finir par détruire l'univers, fait qu'au final, il n'y a pas ces problèmes il n'y a pas d'enjeu, parce que en théorie, si genre, disons par exemple, Doctor Strange meurt, on va chercher un autre Doctor Strange dans un autre univers pour le remplacer, bah ça marcherait pas parce que ça ferait que détruire l'univers et du coup, il y aurait quand même les enjeux de possibilité de mort. Après, évidemment, on pourrait recommencer juste l'histoire dans un autre multivers si jamais le premier le premier univers venait à être détruit. Mais au final, ce serait juste totalement des personnages différents et ce serait pas spécialement intéressant de juste se dire on va tout recommencer dans un autre univers. Donc ça ne fait pas spécialement perdre l'enjeu, je trouve, parce qu'ils ont réussi à définir de bonnes règles qui permettent de ne pas perdre ces enjeux. Après, je comprends l'idée générale de cet argument. Après, justement, pour reprendre la séquence dont on parle, les règles tissées sont données par un exemple, et cet exemple affecte non pas l'univers ciblé, mais l'univers atteint. Ça peut, Et affect- donc, Ça et peut donc, affecter les deux univers dans la manière dont c'est défini. de façon théorique, mais ils n'en savent pas. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de conserver l'univers atteint dans le film plutôt que l'univers original. Mais qui, fondamentalement, s'il disparaît, ça ne change pas l'univers original. Ouais, je vois l'idée. Après, je pense pas qu'ils iraient spécialement exploiter le multivers de cette manière-là. Parce qu'ils savent justement que ça pourrait. Bah, en fait, s'ils le font juste une fois, ils savent qu'ils peuvent le faire une infinité de fois et qu'effectivement, à ce moment-là, il y aurait juste plus du tout d'enjeu. Et ce serait juste plus du tout intéressant de commencer à regarder des films si on se dit que bah, si un personnage meurt, on peut le remplacer. Si un monde est détruit, on peut le remplacer. Tout du genre. Oui, mais bon, on débat sur les enjeux des films Marvel, mais bon, est-ce qu'ils en avaient déjà avant? Ça, Ouais. c'est une autre question. C'est vrai que c'est un argument qui peut être dit. Eh bien, je le dis. Continuons avec The Northman, nouvelle réalisation de Robert Eggers après The Witch et The Lighthouse. Vous pouvez d'ailleurs retrouver nos avis sur ces films dans les rendez-vous ciné numéro 45 et 50. On suit Hamlet, jeune prince viking obligé de s'exiler après le putsch de son oncle. Il ne pense plus qu'à la vengeance. Le film reprend le folklore viking pour raconter l'effondrement de tout. Ce film est à mon sens le film le plus simple dans sa progression narrative de Eggers, moins radical mais malin dans le fait de déjouer les attentes. Il y a notamment un twist surprenant. Au milieu du film, oui, il est vu et revu, mais il marche. Ce qui en fait un film grand public, où les scènes d'action ponctuant le récit de vengeance sont bien faites, remplies de violences gratuites. D'ailleurs, le travail visuel est toujours aussi abouti que dans ses autres films, notamment dans ses cadrages, sa composition, de surtout les plans larges, qui sont très agréables à voir. Les acteurs jouent très bien. Anya Taylor-Joy est toujours aussi merveilleuse. Alexander Skarsgård, pas facile, joue un rôle d'un homme bestial, presque terrifiant, à merveille. D'ailleurs, je crois qu'il a pris 20 kilos de muscles pour jouer ça. Il y a des muscles sur des muscles. C'est assez incroyable. Cependant, le film a du mal à faire mieux que ses 30 premières minutes, rendant le film sympathique mais malheureusement pas extraordinaire. Je le trouve d'ailleurs un peu long. Je pense qu'on aurait pu enlever 20 à 30 minutes du film. Et surtout, les dialogues sont indigestes. Tout est épique et tragique, ça en devient trop et empêche vraiment l'investissement émotionnel du spectateur. C'est un film grand public avec un regard d'auteur rafraîchissant, mais je trouve que c'est le moins bon de sa filmographie et un peu comme The Green Knight, un bon film d'un réal que j'apprécie, mais je m'attendais à une claque et au final, c'est une demi-déception. Et toi, qu'en as-tu pensé, Blue Torch?
Eh bien, globalement, on est plutôt d'accord sur la plupart des arguments du film. Globalement, pour moi, Northman a un scénario, comme tu l'as dit, très classique, très bateau et qui manque d'originalité. C'est un scénario assez vu et revu si on le prend en diagonale, où on a genre un protagoniste qui est trahi par quelqu'un et qui va être poussé dans sa quête de vengeance par une prophétie pour récupérer tout ce qu'il a perdu. Il finira dans sa quête par trouver l'amour et par combattre le grand méchant sur le flanc d'une montagne ou quelque chose du genre. C'est vraiment un scénario très classique, hein, un scénario qui colle à beaucoup de films globalement. Et c'est assez vu et revu. Mais bon, bien que le synopsis général est pas du tout original, le film n'est quand même pas mauvais pour autant. D'ailleurs, le scénario a quand même quelques moments où il s'éloigne un peu de cette ligne narrative que j'ai citée pour donner quelques moments un peu plus intéressants en termes de scénario, même si ça n'est pas non plus des moments non plus hyper prenants dans le film. Mais un gros point fort du film, et tu l'as dit, c'est le fait que le film apporte une grosse touche d'auteur, une grosse touche de réalisation qui offre des moments extrêmement beaux. Après, ça laisse à supposer que ces moments ont juste été mis là pour que le réalisateur se masturbe sur notre gueule pour nous montrer son savoir-faire. Mais honnêtement, c'est plutôt réussi et j'ai été ravi de recevoir cette faciale de la part du réal. Pour le coup, ces scènes sont vraiment très bien faites, très belles visuellement et elles sont totalement cohérentes par rapport au film. Elles ne nous, dé- elles ne nous détachent pas du tout du film, tout en offrant des scènes vraiment magnifiques, j'ai trouvé. Du coup, ça fait que le rendu final du film est plutôt sympa. C'est clairement pas un film original dans son scénario, mais il reste très sympa à regarder et très beau à voir. Si c'est votre genre de film, franchement, n'hésitez pas à aller le regarder. Mais comme l'a dit Divan, après, ça reste globalement un film assez gros public. Ça reste globalement un film assez grand public, mais c'est un film globalement assez beau visuellement à regarder et une très belle œuvre de réalisation, j'ai trouvé. C'est pas un chef-d'œuvre non plus à mon sens, mais ça a été un film très plaisant à voir. Et nous continuons avec Abyss, le dernier film de cette sélection. Film de 1989 par James Cameron, connu pour Avatar, Titanic, Terminator 2, Aliens, dont on vous reparlera un peu plus tard dans l'année. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? Eh bien, en fait, j'ai trouvé que Abyss avait plus ou moins le même défaut que The Northman, dans le sens où ben, son scénario, de manière générale, est assez classique au final, mais plus cette fois-ci plus cette fois-ci d'un assez classique dans le sens pour des films des années 80-90. On trouve vraiment une ligne narrative très similaire à des lignes narratives d'autres films, comme par exemple Independence Day ou même Alien, hein, dont tu as déjà cité. Et c'est clairement, Je citais Aliens, le deuxième de la saga. oh, Alien, je pensais plus au premier du coup ici. oui. Mais c'est globalement un film qui a une ligne narrative très classique pour un film des années 80-90. Avec des personnages assez bateaux, le tout sur un fond de guerre froide et d'extraterrestres. Vraiment, en termes de scénario, on a l'impression d'avoir déjà vu le film, tellement c'est récurrent dans les films de son époque. Après, le film reste tout de même assez sympa à regarder, il se regarde assez facilement. Après, on reparlera de ce point-là un peu plus tard, et rappellera justement les films de cette époque qu'on regardait sur VHS avec papa et maman quand on était petits, et qu'ils en avaient marre de regarder l'intégrale de Pokémon ou de Dragon Ball avec leurs enfants. Un petit point positif du film, c'est aussi, j'ai trouvé son ambiance autour de tout ce qui est la plongée sous-marine et son réalisme autour de ça. C'est un point que j'aime plutôt bien, donc je l'ai plutôt bien apprécié dans le film, et il est plutôt bien exploité et plutôt bien expliqué. Il n'est évidemment pas parfait dans son réalisme, il a quelques défauts à ce niveau-là, mais
Le tout peut sembler assez vraisemblable et assez cohérent de manière générale, que ce soit pour un spectateur qui ne s'y connaît rien en termes de pression sous-marine ou pour un spectateur expert en la matière. Le film a tout de même un défaut assez majeur, et à mon avis, Divan en parlera aussi, c'est globalement sa durée. Le film dure plus de 2h30, et pour un film que tu as déjà l'impression d'avoir vu, bah, c'est vraiment très long, et tu décroches inévitablement avant la fin du film. C'est con parce que globalement, le film n'avait pas spécialement de gros défauts avant, et on aurait pu se dire que le film aurait été vraiment assez bon si il n'avait pas eu cette durée vraiment colossale. Et elle gâche globalement ici quand même pas mal du film et ne te donne pas du tout envie de revoir le film après l'avoir déjà vu. Enfin, après, le film reste assez sympa à regarder quand tu le découvres, même si globalement il est beaucoup trop long. Et bah, à cause de ce gros défaut, vraiment, je le conseillerais pas du tout. À moins que vous êtes genre vraiment fan de ce genre de film, mais c'est pas vraiment le genre de film qui a une grosse fanbase ou quoi. Mais clairement, en fait, le film est juste beaucoup trop long pour être regardé et je le conseille pas du tout. Il reste quand même globalement assez sympa dans la manière dont il est construit et je peux pas dire que j'ai passé un moment mauvais en le regardant. Mais toi, Divan, qu'est-ce que tu en as pensé? Avant, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Donc, pour toi, Independence Day, Alien, premier du nom, et Abyss, c'est le même film? C'est pas le même film, mais en fait, tous les films des années 80-90 sont construits sur certains codes et ne prennent pas forcément tout de ce code, mais genre construisent pas mal leurs films autour de ces règles-là. Et genre, au final, ça fait que quand t'as vu une vingtaine de films de ce genre-là, un peu action, euh, science-fiction ou des conneries du genre, bah, au final, t'en as vu une vingtaine et dès que t'en reverras un nouveau, à moins que ce film soit spécialement original, bah t'auras l'impression de l'avoir déjà vu parce que tout ce qui se passe c'est assez prévisible et tout. Et vraiment, le film, je le regardais, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Après, si ça sent, je l'ai déjà vu et je m'en souviens plus du tout, même si je pense pas. Mais non, clairement, pour moi, le film est assez similaire à d'autres films. Évidemment, c'est pas le même film que Alien ou Independence Day, mais c'est genre vraiment, c'est un mix de plein de films des années 80-90, et ça fait que le film n'est pas spécialement original. Après, bon, je dis pas que le film a été construit de manière à ne pas être original, c'est juste que il ne se distingue pas du tout par rapport à d'autres œuvres de l'époque. Mais bon, c'est en regardant le film d'un point de vue plus moderne. À l'époque, le film était peut-être un, était peut-être très original, était peut-être un précurseur et a peut-être fait que juste d'autres films se sont inspirés des codes de Abyss pour se construire eux-mêmes. Tu as vu quelle version? Celle de 2h20 ou celle de 2h50? Celle de 2h50. D'accord, donc tu as vu la version longue. Je ne savais pas qu'il existait une version courte. J'aurais sans doute préféré voir la version courte, note, vu qu'il était vraiment long. Pour moi, le film est génial. Ces scènes d'action sont vraiment incroyables et uniques, puisque j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ce genre de choses avant et après le film, avant et après la date de sortie du film plutôt. Les effets spéciaux sont très beaux et une réelle innovation pour l'époque, comme toujours chez le cinéaste. Les acteurs sont vraiment incroyables, ils campent des prestations tangibles et authentiques dans des rôles manichéens, mais toujours très bien écrits, remplis de détails, ma foi, toujours très malins. Je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé le film un peu long sur certaines parties, mais bon, c'est la version longue, c'est normal. Mais on arrive toujours à sentir que le destin pousse les héros à faire ce qu'ils doivent faire
plus que par réel poussée de leur part. Et ça, c'est un point de vue très intéressant dans la rédaction d'histoire. Je vous recommande de le voir en version longue, malgré les longueurs, où il y a en fait toutes les scènes clés, et notamment des scènes bouleversantes. Notamment, je pense à la scène de la noyade qui est juste incroyable et euh, bouleversante. Waouh, j'ai 3 mots de vocabulaire, super. Et surtout où il y a un triple climax, là où la version courte vous propose seulement un double climax. Et donc rien que pour ça, je ne peux que vous conseiller de voir la version longue. Tu as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Si ce n'est que moi, je vous conseille plutôt, si vous voulez voir le film, de voir la version courte. Parce que la version longue est vraiment longue. Comme son nom l'indique. Mais, mais oui, après, sinon, faites-vous votre propre avis, hein, évidemment. Bah évidemment. On est là pour vous aiguiller, mais pas Vous pour que obligez à faire quoi que ce soit. vous... Exactement, pas pour que vous repreniez nos discours en disant tiens, lui, il a vraiment raison, je vais copier tout ce qu'il dit. Non, c'est pas ça le but. Pas ça le but de la chaîne. Mais bref, c'est la fin de l'émission. Je tiens à vous remercier de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission. Partager nos émissions rigolotes de presse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter. Vous tirer du bas. Sinon, on vous parle de la télé. Où on vous parle de la télé. Non, actualité, c'est trop dur. Où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. À la semaine prochaine. Salut. À plus.